C'est intéressant parce que c'est plus comme un camp de concentration qu'une prison. Dans une prison, vous avez généralement une peine et savez quand elle va se terminer. Vous n'êtes pas nécessairement maltraité. Vous ne recevez pas un traitement exceptionnel, mais cela prendra fin. Cependant, ce à quoi les gardiens ont été soumis semble sans fin. Le parcours d'Anthony Lehmann, passant d'un sioniste dévoué à un critique virulent de ce même concept, est toute une histoire. Il s'agit de creuser profondément, de remettre en question ses propres croyances et suppositions, et de faire face à la musique personnellement, professionnellement et publiquement pour l'avoir fait. Très tôt dans sa vie, Tony était, comme il le dit lui-même, un sioniste dévoué. Il considérait le sionisme comme essentiel pour la sécurité et l'identité juive. Mais en voyant davantage la situation sur le terrain, non seulement dans le kibbutz israélien où il a brièvement vécu, mais aussi lorsqu'il a été envoyé dans les territoires palestiniens pendant son service militaire, il a commencé à tout repenser. He started to rethink everything. In his case, this wasn't just a minor adjustment. Dans son cas, ce n'était pas juste un léger ajustement de point de vue, c'était un changement de paradigme. Mais effectuer un tel changement n'était pas facile. Tony a fait face à des réactions négatives de la part d'anciens alliés et amis, et au scepticisme des nouveaux. Imaginez passer d'être membre d'une communauté à remettre en question ses croyances fondamentales. Cela demande certainement du courage. Il ne changeait pas seulement d'avis. Il remettait en question le récit même qui est le fondement de l'État moderne d'Israël. Cela, bien sûr, s'accompagnait de son lot de drames. Mais l'histoire de Tony ne concerne pas seulement lui. C'est une fenêtre sur les débats et dilemmes plus larges auxquels font face les communautés et les individus qui osent s'attaquer à ces questions. Who dare to grapple with these issues. It's all about having the courage to face the Il s'agit d'avoir le courage de faire face à des vérités inconfortables et la résilience pour naviguer dans les retombées inévitables. En partageant son parcours avec nous, Tony ajoute une voix critique supplémentaire à la conversation sur le sionisme. Il offre une perspective nuancée qui nous pousse à réfléchir plus profondément sur les 75 ans d'occupation de la Palestine par Israël, son système d'apartheid extrêmement répressif, et ce que cela signifie pour une génération de jeunes hommes palestiniens qui n'ont jamais connu la liberté, regardant un festival de musique israélien depuis les confins de leur emprisonnement. Anthony Lehmann, très heureux de vous rencontrer. J'attendais vraiment cette interview avec impatience, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. And I will tell you in a second why. How are you? Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis ravi que vous m'ayez demandé de faire cela. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette interview. Great, and I know already it's going to be a splendid. Super, et je sais déjà que ça va être une discussion splendide. Nous avons convenu que je peux vous appeler Tony. Merci beaucoup. Alors, Tony, en résumé, parlez-nous un peu de vous. Je dis en résumé parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire. Mais si vous pouviez résumer, qui est Anthony Lehmann? Par où commencerions-nous? But if you encapsulate who is Anthony Lehmann, where would we start? Okay, I'm a freelance writer. D'accord, je suis maintenant écrivain indépendant. J'ai pris ma retraite d'un poste que j'occupais en tant que directeur exécutif de l'Institut de recherche sur les politiques juives il y a environ 13 ans. J'ai quelques affiliations. Je suis chercheur principal au forum Bruno Kreisky pour le dialogue international à Vienne. C'est-à-dire que je suis chercheur invité. Je travaille depuis Londres. Je suis également membre honoraire de l'Institut Parkes pour l'étude des relations juives-non juives à l'Université de Southampton. Mes principaux intérêts en termes d'écriture et de recherche sont l'antisémitisme, le conflit israélo-palestinien, le racisme, le multiculturalisme et la religion. J'ai écrit sur tous ces sujets dans des journaux et magazines majeurs. J'ai publié 2 livres et coécrit quelques autres. L'un s'intitulait « The Making and Unmaking of a Zionist, a Personal and Political Journey », publié en 2012. Il y a 2 ans, en 2022, j'ai publié un livre intitulé « Whatever Happened to Antisemitism »,
Redefinition and the Myth of the Collective Jew. En ce moment, je suppose, mentalement et émotionnellement, je pense, comme beaucoup d'entre nous, je suis engagé à réfléchir et à essayer d'écrire sur les développements actuels et les retombées du conflit à Gaza et le terrible massacre et les choses qui s'y passent. Donc j'espère que c'est une introduction raisonnable en bref. So, hopefully that's a reasonable nutshell intro. Absolutely, and it was actually the Absolument. C'est en fait votre livre, The Making and Unmaking of a Zionist, dont j'ai entendu parler dans d'autres interviews, qui m'a poussé à vous contacter pour des raisons très spécifiques. Je crois que des personnes comme vous, qui ont vécu un changement de paradigme, où elles réfléchissent à leur situation réelle, ont des perspectives précieuses. Dans votre cas, c'était votre vie en Israël, n'est-ce pas? Vous avez réalisé que ce n'était pas quelque chose avec laquelle vous vouliez être associé. J'ai eu quelques autres invités avec des expériences similaires. Par exemple, le professeur Abi Schleim, un juif irakien, a partagé son histoire de vie avec moi. Il a écrit un livre similaire, à moitié autobiographique, fascinant, et assez similaire à votre livre. Ensuite, j'ai eu Miko Peled. Je suppose que vous connaissez Miko Peled et la famille Peled. Son grand-père était co-signataire de la déclaration d'indépendance d'Israël. Son père était général lors de la guerre de 1967. Après la victoire de la guerre, son père a dit « Maintenant, nous avons besoin de paix », ce qui n'a pas été vraiment apprécié. J'ai également interviewé sa sœur, la professeure Nurit Peled Elhanan, qui a enquêté sur le racisme dans les manuels scolaires israéliens. Une étude fascinante. Israeli school books, a fascinating study, yeah. So the children in Israel, they get basically right after kindergarten. Alors, les enfants en Israël, juste après la maternelle, sont exposés à ce qu'elle appelle la pornographie du mal. Cela est ancré dans leur esprit pour les préparer à l'armée, où ils font ce qu'ils font avec les Palestiniens à Gaza. Vous êtes l'un des rares à avoir eu le courage de remettre cela en question. Quel genre d'illumination ou de prise de conscience faut-il pour se réveiller et dire « ce n'est pas juste » ou est-ce un processus graduel? Qu'est-ce que c'était dans votre cas? Suddenly wake up and say, this is not right. So what was it in your case? In my case, it was a rather slow realization. Dans mon cas, cela a été une prise de conscience plutôt lente et un changement progressif. Je pense que ce genre d'expérience est unique à chacun. Chacun a son propre parcours. Pour moi, j'étais un sioniste très engagé dès un assez jeune âge. J'ai rejoint un mouvement de jeunesse sioniste à l'âge de 13 ans. En fait, ma première expérience avec le sionisme remonte à mes 8 ans, bien que je n'avais aucune idée de ce que signifiait ce mot. Je ne savais presque rien d'Israël. Mes parents m'ont envoyé, ainsi que mon frère aîné, dans un camp de jeunesse sioniste, un camp d'été, où nous défilions, faisions semblant d'être des soldats et chantions des chansons en hébreu. C'était assez formateur à sa manière, puisque j'étais si jeune, mais je n'avais aucune idée que cela avait quelque chose à voir avec un pays particulier. Really anything to do with particular country or whatever. I come from quite an orthodox Jewish. Je viens d'une famille juive orthodoxe. Mon père était de première génération britannique. Mon grand-père, du côté de mon père, venait d'Ukraine, fuyant les pogroms à la fin du XIXe siècle. Il est mort avant ma naissance, mais c'était un homme très religieux. Mes parents, cependant, étaient déjà en mode d'assimilation au début du XXe siècle. Bien que j'ai eu une éducation orthodoxe et que nous allions très souvent à la synagogue, et que j'allais à l'école hébraïque, à la synagogue 4 fois par semaine, mes parents étaient assez libéraux. Ils voulaient que nous, en tant qu'enfants, soyons intégrés dans la société britannique autant que possible, tout en maintenant une forte identité juive. On the other hand, to maintain a strong Jewish identity, and what worried a lot of. Ce qui inquiétait beaucoup de parents juifs qui s'assimilaient, c'était comment garder leurs enfants proches de la foi. Comme vous le savez, il y a un moment spécifique à l'âge de 13 ans où vous avez une bar mitzvah. Vous devenez majeur et êtes censé être un homme. Mais c'est aussi généralement à ce moment-là
que votre éducation juive s'arrête. Donc, en nous envoyant à une autre sorte d'activité juive à l'âge de 8 ans, ils espéraient nous ouvrir à une autre forme d'identité juive qui nous maintiendrait dans la foi. Ils n'étaient pas sionistes. Je ne pense pas qu'ils savaient beaucoup de choses sur le sionisme. Ils savaient évidemment quelque chose sur Israël, mais il n'y avait pas de fort sentiment sioniste dans notre famille. Strong kind of Zionist feeling in our family. So I think it's important to have. Donc, je pense qu'il est important de comprendre que je viens de ce genre de milieu. À partir de l'âge de 13 ans, je me suis beaucoup impliqué dans le mouvement de jeunesse sioniste, en particulier le mouvement de jeunesse sioniste socialiste. En fait, de 13 à 18 ans, le socialisme était plus important que le sionisme pour moi. Nous avons appris le sionisme et Israël, mais nous n'avons rien appris du tout sur les Palestiniens. Le mot palestinien n'était jamais mentionné en relation avec les Arabes. Il était seulement utilisé en relation avec les Juifs qui voulaient aller de la Grande-Bretagne vivre en Palestine parce qu'ils étaient sionistes. Par conséquent, ils obtenaient des passeports palestiniens à cause du mandat. They would get Palestinian passports because of the mandate. And so that's what we understood to be a Palestinian. We had no idea that we weren't. Et donc c'est ce que nous comprenions être un Palestinien. Nous n'avions aucune idée que les Arabes étaient en fait des Palestiniens. Donc le socialisme était, je suppose, la chose principale avec la socialisation. Vous savez, c'était une époque pour se faire des amis et des relations garçon-fille. Mais ensuite, c'est devenu beaucoup plus sérieux pour moi à la fin de mon adolescence. Je suis devenu assez engagé dans l'idée de vivre en Israël dans un kibbutz, ce que j'ai finalement fait. Après y avoir passé un an après l'école, entre 18 et 19 ans, je suis revenu et j'ai essayé d'aller à l'université. Cependant, j'étais plutôt perturbé d'avoir été absent pendant un an en Israël. Been away a year in Israel, and eventually, after a couple of years, decided that I wanted to work. Finalement, après quelques années, j'ai décidé que je voulais travailler à plein temps pour le mouvement de jeunesse lui-même. Je suis devenu le secrétaire national du mouvement de jeunesse à 21 ans. C'était assez jeune pour diriger une organisation qui avait divers centres de jeunesse. Nous avions en fait une ferme de formation où les personnes qui voulaient vivre en Israël allaient pour une préformation avant d'aller au kibbutz pour faire de l'agriculture. En 1970, je suis allé vivre dans un kibbutz dans le nord d'Israël. Il ne fallut pas longtemps avant que je remarque divers problèmes au sein du kibbutz lui-même. C'était une société très dominée par les hommes. La plupart des postes de direction dans le kibbutz étaient occupés par des hommes. Les femmes étaient soit à la blanchisserie, s'occupaient des enfants, soit faisaient la cuisine. Bien que je ne puisse pas dire que j'étais féministe à cette époque, ces choses me dérangeaient. J'étais marié et nous avons eu un enfant né en Israël dans les 9 premiers mois où nous étions là. Néanmoins, les rôles de genre et l'accent mis sur le travail comme valeur, qui était une partie importante de l'idéologie sioniste socialiste, me mettaient mal à l'aise. Was not something I found I was particularly comfortable with, and quite a few of the other immigrants that came. Un bon nombre des autres immigrants qui sont venus du mouvement de jeunesse à ce kibbutz ressentaient la même chose. Ils croyaient qu'il devrait y avoir plus d'accent sur le choix individuel, permettant aux gens de faire autre chose que de se consacrer à travailler dans les vergers ou la plantation de bananes où je travaillais. Ils voulaient avoir l'opportunité d'étudier et de poursuivre d'autres intérêts. Cependant, tout cela était très strictement contrôlé par le kibbutz. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me demander ce que signifiait le socialisme. C'était une forme de socialisme très exclusive, surtout puisque les kibbutzim embauchaient souvent de la main-d'œuvre supplémentaire parce qu'ils n'avaient pas assez de personnes pour faire tout le travail. Le travail évident que les kibbutzim pouvaient utiliser était celui des Arabes, des Palestiniens.
Il y avait une grande bataille idéologique à ce sujet. Les kibbutzim les plus socialistes insistaient sur le fait qu'ils ne devaient pas avoir de main-d'œuvre salariée parce que cela allait à l'encontre du socialisme juif et de l'idée d'avoir une société juive. Cela ne m'est pas venu à l'esprit au début, mais ce débat avait eu lieu dans le mouvement de jeunesse avant notre arrivée. La question de la main-d'œuvre salariée a commencé à m'apparaître pendant que j'étais là-bas. J'ai réalisé que c'était en fait plutôt raciste, parce que c'était du socialisme pour un seul groupe ethnique. Nous n'étions pas censés nous préoccuper du socialisme pour l'autre groupe vivant sur cette terre, dont c'était en réalité la terre. Remettre en question l'idéologie a commencé à devenir assez important. Mais ce qui m'a vraiment transformé en quelqu'un de beaucoup plus interrogatif, c'était ma courte période en tant que conscrit dans l'armée. Je suis devenu citoyen d'Israël le jour où j'ai mis les pieds sur son sol et j'ai dû faire mon service militaire. En tant que sioniste dévoué, je savais que c'était quelque chose que je devais faire. J'étais un peu inquiet à ce sujet parce que, bien sûr, s'il devait y avoir une guerre, je serais en danger. Mais en réalité, cela a été très court, seulement 3 mois. Cela m'a semblé beaucoup plus long que cela. Je me suis dit, je suis sioniste, je dois faire de mon mieux. En fait, j'ai été diplômé comme le soldat exceptionnel de mon cours. I graduated as the outstanding soldier in my course. I don't say that to boast, but just to indicate, the degree to which I was dedicated. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais juste pour indiquer à quel point j'étais dévoué à ce que je faisais. Cependant, j'ai commencé à trouver certaines des attitudes dans l'armée plutôt discutables. Vers la fin de notre cours, nous avons fait une marche vers une zone où nous devions faire un entraînement de champ de bataille ouvert avec des munitions réelles. C'était près de Hébron, dans les territoires occupés. Le camp d'entraînement où j'ai passé 3 mois se trouvait dans une zone appelée Gush Etzion. Je ne le savais pas à l'époque, mais en 1971, c'était le centre du mouvement de colonisation en développement. Il y avait une synagogue, un kibbutz et un village, tous peuplés de personnes religieuses. Je ne l'ai découvert que plus tard. And I only, as I say, only discovered this afterwards. But we went on this march, and Nous avons participé à cette marche et avons reçu un discours d'encouragement du colonel qui nous dirigeait à ce moment-là. Le langage qu'il a utilisé pour nous avertir des dangers que nous pourrions rencontrer lors de cette marche était choquant. Nous devions avoir nos fusils, ou dans mon cas une mitrailleuse, prêts à cause des Arabes et de ce qu'ils pourraient faire. Il a utilisé le langage raciste le plus dégoûtant. Cela m'a vraiment choqué. C'est une chose d'ignorer l'existence d'autres personnes, ce qui est une forme de racisme inconscient. Mais se faire dire des choses ouvertement racistes sur les gens qui vivent autour de nous m'a fait commencer à réfléchir très sérieusement. That really made me begin to think very seriously, and it was from there that I began to. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas si sûr de vouloir rester en Israël. En effet, je suis parti en 1972 pour revenir au Royaume-Uni, pour recommencer à réfléchir à ma vie et pour obtenir une éducation, car je n'avais pas terminé un cursus universitaire. À partir de là, le chemin a été encore assez lent en termes de nouvelle compréhension. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu un diplôme en histoire. Je voulais être universitaire, mais mon passé me rongeait. Je voulais interroger comment j'en étais arrivé à être si dévoué à cette idéologie. J'apprenais de plus en plus la vérité sur le sionisme, la dépossession des Palestiniens, et je comprenais ce que signifiait Israël pour eux. What Israel meant for them, and I moved from being. Je suis passé d'un cadre académique, j'étais maître de conférences, je faisais un doctorat et je travaillais à temps partiel comme maître de conférences, mais j'étais inquiet. Je sentais que je devais interroger ce qui m'était arrivé et comprendre comment ma judéité avait évolué. J'ai quitté le milieu universitaire pour travailler dans un institut de recherche appelé l'Institut des affaires juives.
le bras de recherche du Congrès juif mondial. Cela impliquait des recherches sur l'antisémitisme et les questions du Moyen-Orient. Je suis devenu de plus en plus conscient des défauts du récit sioniste et de l'idée sioniste. Très tôt, j'ai rencontré la question de la relation entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Nous parlons du milieu des années 1970 ou vers la fin des années 1970. Il y avait une pression pour comprendre l'opposition arabe à Israël en termes d'antisémitisme. À cette époque, et dans le cadre de l'Institut, cela était principalement considéré comme un conflit politique. Cependant, l'idée commençait à se développer parmi les organisations juives et d'autres organismes de recherche que la critique d'Israël après 1967 pourrait avoir des racines antisémites. J'ai commencé à remettre cela en question dès le début. Bien que je ne connaisse pas l'arabe ni d'autres langues du Moyen-Orient, nous examinions des documents traduits par la BBC sur ce qui se passait dans le tiers-monde et en Europe, ainsi que dans les pays islamiques. The third world and in Islamic countries, and it seemed to me that there might be some. Il me semblait qu'il pouvait y avoir des preuves d'antisémitisme parmi certains groupes et individus. Cependant, ce à quoi nous faisions principalement face était un conflit politique avec un langage fort utilisé. Votre ennemi dans un conflit politique n'est pas automatiquement synonyme d'antisémitisme. Au début des années 1990, j'étais devenu le directeur de l'Institut. À cette époque, je me considérais encore comme un sioniste. Mais je me dirigeais vers une position non sioniste. Ce changement a été particulièrement influencé par les recherches sur l'antisémitisme que nous menions. Il y avait une préoccupation croissante concernant l'antisémitisme, et ma position était d'être aussi objectif que possible et de ne pas être influencé par des idées et des pressions externes. Nous faisions face à une pression significative des intérêts israéliens pour nous aligner sur l'idée que la critique d'Israël était intrinsèquement antisémite. J'ai résisté fermement à cela. Le travail que nous avons accompli au cours de ces années, y compris la production de la première enquête annuelle sur l'antisémitisme pays par pays, adhérait strictement à une approche objective. Malgré la pression du Mossad et d'autres entités encourageant les organisations juives du monde entier à assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, nous avons maintenu notre position objective tout au long de mon mandat dans les années 1990. Remaining as objective as possible about anti-Semitism, and we had battles with other Jewish organizations, particularly with the. Nous avons eu des batailles avec d'autres organisations juives, en particulier avec les organisations établies au Royaume-Uni. Elles devenaient de plus en plus impatientes avec moi et la direction que je prenais pour l'Institut. Cet institut était un organisme très important au sein de la communauté juive, et je l'ai transformé d'un corps plus académique en un groupe de réflexion. Nous ne faisions pas seulement de la recherche, mais nous examinions également des politiques pour soutenir et développer la vie juive, ainsi que pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. À la fin des années 90, j'étais déjà pratiquement non-sioniste. Au début des années 90, je commençais à me considérer comme antisioniste, bien que je n'utilisais pas encore vraiment ce terme. Cependant, au cours des 5 à 10 dernières années, cela a été ma position. Je me sens beaucoup plus à l'aise de pouvoir le dire et d'être ouvert à ce sujet. Comme vous pouvez le voir, cela a été un long voyage. But as you can see, this is quite a long journey. And other people, I don't know whether you know of Tony Judt. D'autres personnes, je ne sais pas si vous connaissez Tony Judt, si ce nom vous dit quelque chose, mais c'était un historien très connu. Il a écrit un livre brillant sur l'Europe. Il avait à peu près le même âge que moi et a également traversé l'expérience du mouvement de jeunesse sioniste socialiste, bien que ce ne soit pas le même mouvement de jeunesse que celui dans lequel j'étais. Il est également allé dans un kibbutz et a rejoint l'armée, mais en l'espace de quelques années, il a vu la lumière. Après quelques années, il a quitté Israël et s'est prononcé très fermement contre les politiques et actions qu'Israël menait. Voici quelqu'un qui était dans la même position que moi, mais qui a perdu son sionisme très rapidement, alors que cela m'a pris beaucoup plus de temps.
Travailler au sein de la communauté juive était une sorte d'épée à double tranchant. J'étais engagé à aider à promouvoir la vie juive en termes culturels et éducatifs. Il m'était plus difficile de perdre cette affiliation sioniste parce que je travaillais avec des personnes qui étaient sionistes, mais qui faisaient de très bonnes choses par ailleurs. Ma désillusion avec le sionisme, en particulier au début des années 2000, est devenue beaucoup plus déterminante pour moi. With Zionism, particularly in the early 2000s, and began to be involved in setting up one or two. J'ai commencé à m'impliquer dans la création d'une ou deux organisations très critiques envers la communauté et les institutions sionistes. J'ai suivi cette voie de plus en plus à mesure que j'ai vieilli. More and more as I've got older. Yeah. So you can credit yourself, you made it out. Alors, vous pouvez vous en féliciter. Vous vous en êtes sorti. Beaucoup de gens ne s'en sortent jamais. Je sens que vous avez l'impression que cela a été un peu lent, mais au final, vous y êtes arrivé. J'aime poser cette question parce que, il y a plus de 20 ans, j'ai parlé avec un pêcheur quelque part en Asie. Histoire vraie. Ce pêcheur attrapait des dauphins et d'autres petits cétacés. Il les conduisait et les capturait dans de grands filets. Ensuite, ils allaient dans l'eau jusqu'à la taille et les tuaient avec des couteaux. Il a fait cela jusqu'à la cinquantaine. And he did this till he was about mid-50s. And one day they go out, they capture this and they kill. Un jour, ils sont sortis, ont capturé des dauphins et les ont tués en se tenant dans une mare de sang. Puis, il a regardé dans les yeux d'un dauphin mourant qu'il était en train de tuer. Je ne peux même pas commencer à décrire ce qu'il m'a dit ou les émotions qui l'ont traversé. Il a ressenti une connexion et ne pouvait plus continuer. Il a tout laissé tomber. C'est pourquoi je dis, et vous avez raison, c'est différent pour différentes personnes. Pour certains, c'est plus rapide ou instantané. Pour d'autres, c'est un processus graduel. Mais l'important, c'est que vous vous en êtes sortis. Je pense que c'est la clé ici. Par curiosité, de quoi parlait votre thèse de doctorat? What was your PhD thesis about? Well, my PhD thesis, which I didn't finish. Eh bien, ma thèse de doctorat, que je n'ai pas terminée, je l'ai abandonnée après 2 ans, portait sur un aspect plutôt obscur de l'histoire économique britannique des années 1920 et 1930. En fait, elle traitait du corporatisme. Donc elle n'avait aucun lien avec quoi que ce soit en rapport avec l'histoire juive. Mais une chose que j'ai poursuivie en même temps était de questionner ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à travailler sur un livre à propos du mouvement de jeunesse sioniste. J'ai été encouragé par certaines personnes d'une génération plus ancienne qui faisaient partie du mouvement de jeunesse. Ils voulaient avoir un enregistrement de ses origines et de son histoire. Alors j'ai pris cela en charge. Its history and so on, and I took that on. I took that on because I wanted to investigate it more. J'ai entrepris cela parce que je voulais enquêter sur ses origines et obtenir une image plus claire de son développement initial. Cependant, je me suis heurté au sponsor qui avait commandé le livre parce qu'il voulait que ce soit une célébration. Je ne le voyais pas de cette façon. Oui, il y avait certains aspects à célébrer, notamment le côté socialisation des choses. Mais je voulais creuser plus profondément des questions comme l'annulation complète de l'autre, spécifiquement des Palestiniens. Comment cela s'est-il produit? J'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou ne comprenais pas. Il y avait une quantité significative de matériel idéologique produit dans les premières années du mouvement de jeunesse, dans les années 1920 et au début des années 1930. Ce matériel utilisait un langage très raciste à propos des Arabes. Il parlait de la manière dont les sionistes socialistes viendraient assécher le marais social arabe. Pouvez-vous imaginer cela? Ce matériel n'était pas destiné aux enfants de 13, 14 ou 15 ans. Il était destiné à des individus légèrement plus âgés. Découvrir que ce genre de matériel était diffusé était assez perturbant et m'a en fait aidé à entreprendre mon voyage. Le livre n'a jamais été terminé, mais une partie du manuscrit a survécu et est conservée à l'université de Southampton, si quelqu'un veut le consulter.
Cela a été une partie importante de mon éloignement du sionisme et de ma compréhension de ce qu'était le sionisme, comment il s'est développé et le récit qu'il a créé pour se justifier. Yeah. You have written extensively about the conflation of antisemitism and anti-Zionism. Vous avez beaucoup écrit sur la confusion entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Je sais que nous pourrions remplir toute l'interview avec cela, mais j'ai d'autres sujets que j'aimerais aborder. Récemment, j'ai entendu Netanyahou dire que pour lui, l'antisionisme est la même chose que l'antisémitisme. Ou peut-être l'a-t-il dit dans l'autre sens. Je ne me souviens pas exactement. Il est juste le dernier d'une longue série de personnes à faire cette affirmation. D'après une interview que j'ai vue avec vous, je sais que cette tendance remonte à loin. En surface, cela semble être un moyen pratique pour Netanyahou d'éviter toute critique légitime de l'État d'Israël. Mais je pense que cela va plus loin. Sans passer une demi-heure sur ce point précis, quelle est votre interprétation clé de cette confusion? Plus précisément, l'antisionisme est-il la même chose que l'antisémitisme ou vice-versa? Antisemitism is anti-Zionism or the other way around? Well, historically, it simply does. Eh bien, historiquement, cela ne tient tout simplement pas la route, parce que l'antisionisme était la position par défaut des Juifs pendant les 40 à 50 premières années du mouvement sioniste politique. Le sionisme politique a essentiellement vu le jour avec l'aide du sionisme chrétien au XIXe siècle. Le mouvement sioniste formel a été fondé par Herzl à la fin du XIXe siècle. Ce fut une lutte ardue pour les sionistes, surtout après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, de convaincre les gens que le sionisme avait raison. Même si l'immigration juive en Palestine avait lieu et que des kibbutzim et des villes étaient en cours de développement, cela restait une entreprise difficile. Mais la plupart des Juifs ne s'intéressaient pas au sionisme. En Europe de l'Est, le socialisme était plus populaire. Si vous vouliez vous identifier politiquement en tant que Juif, alors le Bund, qui visait à développer la vie juive dans la diaspora, était la voie à suivre. Le sionisme a rencontré une grande opposition de la part des Juifs qui étaient antisionistes dès le début. Ainsi, l'équation fondamentale selon laquelle l'antisionisme est équivalent à l'antisémitisme ne tient pas historiquement. Bien que ce fait ne soit pas complètement oublié, ceux qui prétendent que ces deux choses sont les mêmes insistent pour l'ignorer et s'en détourner. Insist on ignoring that and turning their face away from that, and they point to the ultra-orthodox. Et ils pointent du doigt les Juifs ultra-orthodoxes, dont la plupart sont en réalité antisionistes, bien qu'ils ne l'admettent pas publiquement parce qu'ils pratiquent leur religion discrètement. Des personnes comme Netanyahou et d'autres rejettent souvent l'antisionisme provenant de ces sources parce qu'ils sont ultra-orthodoxes. Cependant, beaucoup des plus orthodoxes sont en fait devenus plus sionistes avec le temps. Donc, historiquement, cela ne tient pas. Lorsque nous regardons la manière dont c'est utilisé, on nous dit souvent qu'il n'est pas antisioniste de critiquer Israël. Vous pouvez être critique envers Israël. Mais comme nous le savons d'après la soi-disant définition de l'antisémitisme, par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui vise à établir la norme pour l'antisémitisme, elle est fortement critiquée par des personnes comme moi et beaucoup d'autres. L'ont-ils accepté maintenant? Parce que j'en ai entendu parler, j'en ai lu, mais je ne suis pas sûr de connaître le résultat. Alors ils ont essayé de formaliser la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme dans l'IHA, n'est-ce pas? Mais ont-ils réussi? Right, but did they succeed? Well, it depends what you mean. Did it succeed? It certainly. Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par « réussir ». Cela a certainement réussi à clarifier que les choses critiques que les Palestiniens disent sur le sionisme, telles que la dépossession et le racisme, pourraient être considérées comme antisémites. La définition est un peu glissante car elle inclut un langage conditionnel.
Cependant, ce langage conditionnel, qui stipule que certains exemples pourraient être antisémites, est presque universellement ignoré par les partisans de cette définition. Ainsi, c'est effectivement devenu une charte pour légitimer l'équation entre l'antisionisme et l'antisémitisme. L'idée que certaines critiques sont acceptables est souvent ignorée. Certaines personnes utilisent la définition de travail de l'IRA pour justifier cette notion d'équivalence entre les deux. J'ai soutenu que prendre cette position vide en fait le mot antisémitisme de toute utilité. From any useful purpose, it doesn't make any sense anymore because Cela n'a plus aucun sens parce que c'est presque comme si vous disiez que tout ce que vous dites sur Israël peut automatiquement tomber dans la catégorie de l'antisémitisme. En fait, il n'y a aucune preuve que ce soit de l'antisémitisme au sens où nous l'avons toujours compris, c'est-à-dire la haine des Juifs. L'exemple le plus extrême de cela a été bien sûr l'Holocauste nazi. Donc je pense que cela ne tient pas. D'un autre côté, dans le titre de mon livre, l'une des choses qui soutient cette idée si fortement parmi les Juifs et qui attire également en dehors des cercles juifs est cette image de l'État juif comme le juif collectif. Netanyahou et de nombreux dirigeants israéliens et sionistes utilisent cette notion du juif collectif. Ils soutiennent que si vous critiquez Israël, alors vous critiquez effectivement le juif universel, le juif partout. if you criticize Israel, then you are criticizing effectively the universal Jew, the Jew everywhere, and you know that, and this kind of puts Israel into this almost like kind of. Et cela place Israël dans une position presque sacrée. C'est comme si c'était si saint qu'on ne pouvait pas le critiquer, ce qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Cela n'est en aucun cas justifié par la religion juive ou les enseignements religieux juifs. Mais cela a une emprise très forte sur la compréhension juive. Je pense que les partisans d'Israël qui ne sont pas juifs comprennent également cette notion du juif collectif comme quelque chose de très puissant. Mais cela n'a aucun fondement. Philosophiquement, il n'y a pas d'idée qu'un État soit comme un individu. Les philosophes appellent cela une erreur de catégorie. Vous pouvez attaquer cette idée très fermement d'un point de vue philosophique ou d'une compréhension de la religion juive. Cependant, le sionisme est si fermement ancré chez tant de juifs qu'il est difficile de les persuader du contraire. Il est difficile de leur faire comprendre que nous disons toutes sortes de choses sur la Corée du Nord, l'Iran ou divers États à travers le monde en utilisant le langage le plus fort possible. Cela ne signifie pas que les gens se retournent et disent qu'ils sont racistes envers les Nord-Coréens ou les Iraniens. Il est entendu qu'il s'agit d'une critique très forte. Il en devrait être de même lorsque les gens parlent d'Israël. Mais Israël, parce qu'il se pose comme ce juif collectif, semble d'une certaine manière immunisé contre ce genre de critique. Mais encore, c'est activement utilisé pour faire avancer le projet sioniste et délégitimer les critiques valides. J'ai interviewé le rabbin émérite, Yaakov Shapiro, et il est très clair que la répétition d'un mensonge ne le rend pas vrai. Vous pouvez dire qu'un Népalais est un père 100 fois, mais cela ne deviendra toujours pas vrai. C'est simplement comme ça. Mais encore, cela sert un but. Maintenant, vous avez brièvement mentionné l'Holocauste. Cela est également apparu dans mon interview avec le professeur Nurit Peled Elhanan. Elle a constaté que l'Holocauste est essentiellement utilisé pour endoctriner les jeunes. Ce ne sont plus des enfants. J'ai oublié l'âge exact qu'elle a mentionné, mais c'est quelque part entre 10 et 12 ans. Ils vont à Auschwitz et au musée de l'Holocauste avec des guides qui expliquent tout ce qu'ils voient là-bas. Quand ils en sortent, ils ont l'état d'esprit que pour prévenir un nouvel Holocauste qui, selon ces guides, est causé par les Arabes. Cela les façonne dans l'idée de rejoindre l'armée et d'être durs envers les Palestiniens. Donc,
l'Holocauste est activement utilisé. Est-ce quelque chose que vous avez également constaté? Is actively used. Is it something that you also found? Well, yes and no. I mean, in the sense that I think actually. Eh bien, oui et non. Pour être juste, je pense que lorsque de jeunes juifs, en particulier des Israéliens, sont emmenés à Auschwitz, ils ont plus de 10 à 12 ans. Il existe un programme appelé March of the Living qui amène de jeunes Israéliens à Auschwitz. Si je ne me trompe pas, ils ont généralement autour de 15 ou 16 ans. J'ai vu des documentaires, y compris un bien connu d'il y a quelques années, qui montraient l'état dans lequel se trouvaient ces jeunes après avoir visité les camps. On les voit dans une ville en Pologne, passant devant de vieux Polonais assis près des fontaines et parlant en polonais. By fountains and sort of, talking in Polish, and these young Israelis get really upset. Et ces jeunes Israéliens se fâchent vraiment parce qu'ils ont l'impression que ces hommes sont assis là et disent des choses antisémites à leur sujet. Donc, en effet, l'Holocauste a été politisé de cette manière et l'est toujours. C'est très regrettable. L'utilisation de l'Holocauste et l'importance de l'éducation à ce sujet est quelque chose qui m'a préoccupé. J'étais membre du comité consultatif de l'exposition sur l'Holocauste au musée de la guerre impériale à Londres, qui a été mise en place au début des années 2000. Set up in the beginning of the 2000s, and so J'ai eu l'honneur de participer à la création de ce musée. Cela me fait profondément mal que l'une des conséquences de l'important accent mis sur l'Holocauste, ainsi que sur la compréhension historique et la recherche continue, soit la manière dont il a été récupéré. Cela est particulièrement vrai pour les Israéliens, mais pas seulement eux, pour justifier leurs actions afin de maintenir l'État. L'Holocauste était censé éduquer sur l'antisémitisme, et je pense que les gens essayent encore de le voir de cette manière. Mais je ne pense pas que ça soit réellement utilisé de manière très sensée à cet égard. Il n'est pas utile de prendre le cas le plus difficile et de l'utiliser comme base pour éduquer ou corriger les choses. Si l'on ne pense à l'antisémitisme qu'en termes de l'Holocauste, on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'antisémitisme. C'est un éventail d'idées, de pensées et de niveaux de gravité en termes d'effets sur les Juifs. Surestimer l'Holocauste, je pense, est très contre-productif. Bien sûr, il y a eu des Israéliens, et probablement cet éducateur que vous mentionnez, qui connaissent le degré auquel ça a été exploité. Par exemple, il y avait une femme politique israélienne, très connue, Shulamit Aloni, qui était la chef du parti de gauche Meretz à la Knesset, le Parlement israélien, dans les années 1990. Elle a dit ouvertement que lorsque les Israéliens n'aiment pas que les gens disent des choses désagréables sur Israël, ils évoquent toujours l'Holocauste. Je la cite directement. Elle a eu beaucoup de problèmes pour avoir dit cela, mais elle a été très franche en critiquant la manière dont l'Holocauste est utilisé par le sionisme et les dirigeants israéliens pour justifier leurs actions en faveur de l'idéologie sioniste. Avant de me lancer dans ce voyage, j'avais eu un bon nombre d'entretiens concernant le conflit israélo-palestinien. Je ne me souviens plus de tous les détails maintenant. Au début, j'avais la fausse idée qu'Israël avait été créé uniquement à cause de l'Holocauste. Cependant, le projet sioniste a en fait commencé au moins dans les années 1880. Il y a bien plus que cela. Une chose fondamentale que j'ai essayé de comprendre plus tard est qu'après l'Holocauste, Israël avait besoin de gens. Ils ont même eu recours à des actes de terreur contre leur propre peuple pour diriger les flux de réfugiés vers Israël. Ils n'ont réussi que partiellement, parce que beaucoup de survivants ne voulaient pas aller en Israël. Bien moins de personnes y sont allées que prévu.
C'est là qu'intervient le professeur Abi Schleim. Il a mentionné des activités comme l'affaire du Levant en Égypte et une affaire similaire en Irak. Abi Schleim m'a dit, et maintenant, j'ai la preuve irréfutable, que le service secret israélien a bombardé des cibles israéliennes pour effrayer les gens et les pousser à fuir en Israël. Dans le cas de l'Irak, c'était assez dramatique. Je pourrais vous raconter toute l'histoire, mais il y a une interview avec Abi Schleim qui en parle. Si quelqu'un est intéressé, regardez-le. C'est vraiment intéressant. Mais le point est, ce que je ne comprends pas, c'est que du point de vue d'un étranger, ils ont enlevé un groupe d'Arabes, les Palestiniens, et les ont remplacés par un autre groupe d'Arabes, dans ce cas, venant d'Irak. Avi Schleim l'a dit très clairement. Oui, la religion était juive, mais la culture est arabe. Il a également décrit les difficultés qu'il a rencontrées et toutes ces sortes de choses. C'est une interview fascinante. Mais du point de vue israélien, et c'est là que j'en viens à ma question, j'ai posé cette question à plusieurs personnes, y compris Noam Chomsky. N'y a-t-il pas une graine de potentielle autodestruction dans la fondation d'Israël, où vous avez les Ashkénazes contre les Juifs séfarades, c'est-à-dire les Juifs européens contre les Juifs orientaux, qui ont toujours été désavantagés? C'est là que la controverse sur la réforme judiciaire entre en jeu, n'est-ce pas? Je pense que sur les 15 juges, 13 sont des Juifs ashkénazes et seulement 2 sont séfarades ou d'autres groupes. Donc, à la racine même d'Israël, n'y a-t-il pas un gène autodestructeur intégré qui pourrait éclater à tout moment, surtout maintenant avec ce presque messianique? Right? Mm-hmm. Well, very interesting question, and indeed something which I. Eh bien, c'est une question très intéressante et en effet quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Je dois juste commencer mes remarques en disant que je connais assez bien Avi Schleim et que je l'admire énormément. J'ai lu son livre et c'est un livre merveilleux. Même avant de lire son livre, j'ai eu l'occasion ces dernières années d'en apprendre beaucoup plus sur ce qui est arrivé aux Mizrahim, comme on les appelle, et sur le travail qui a été fait en Israël par un certain nombre de chercheurs très importants. Fait intéressant, Avi n'a compris que récemment qu'il était un juif arabe. Cependant, il y a d'autres personnes en Israël qui ont enquêté sur cela pour elles-mêmes, à cause de la façon dont elles ont été traitées à leur arrivée. Beaucoup d'histoires sur ce qui leur est arrivé ont été révélées, y compris les tentatives de suppression de leur culture. J'ai eu l'opportunité de m'instruire sur les Juifs arabes. Dans le mouvement de jeunesse, ce concept aurait été totalement rejeté et jamais mentionné. Avi en parle merveilleusement dans son livre. Cependant, si nous cherchons un point d'autodestruction, je ne choisirai pas cet aspect particulier des fractures de la société israélienne. C'est en partie parce que cela a beaucoup changé. Les Mizrahim sont devenus plus en vue et se sont, à un moment donné, orientés vers une position sioniste de droite. Fait intéressant, le parti Likoud a bénéficié du mécontentement des Mizrahim. Les Mizrahim voyaient l'élite ashkénaze comme développant la société pour elle-même, et maintenant les Mizrahim en tant que citoyens de seconde classe. Désolé, mais les manifestations de masse que nous avons eues juste avant le 7 octobre étaient exactement le long des lignes de faille de ces divisions au sein du peuple israélien, n'est-ce pas? Les manifestations étaient toutes ashkénazes. Il n'y avait pas de personnes orthodoxes dans les rues. C'était le long des lignes de faille de la division ashkénaze-séfarade. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne connais pas tous les détails. Je ne suis pas certain que ce soit la principale ligne de faille. Certainement, l'une des lignes de faille était entre ceux qui soutenaient les Palestiniens et voyaient la question de la révision judiciaire
comme liées à la question palestinienne. On estimait que la situation serait encore pire pour les Palestiniens après les changements judiciaires. La situation n'était déjà pas très bonne auparavant, et la Cour suprême, qui est considérée en Israël comme une sorte d'institution sacrée, a pris des décisions vraiment terribles concernant les Palestiniens. Lorsque les gens voulaient aborder la question palestinienne dans les manifestations, ils étaient initialement écartés. Certains d'entre eux pourraient avoir été de la communauté Mizrahi. Quand je dis communauté, When I say community, I mean they're looser than that, I think. So I think. So if I may, just to clarify. Je pense, si je puis me permettre, juste pour clarifier, j'ai parlé avec un certain nombre de personnes. La question palestinienne était une anathème dans les manifestations de masse qui ont eu lieu avant le 7 octobre. Il y a ce petit clip emblématique sur les réseaux sociaux, j'ai oublié où une femme tenait une photo d'un enfant de 2 ou 3 ans qui avait été abattu d'une balle dans la tête. Elle n'a rien dit, elle a juste tenu la photo. Elle n'a pas été lynchée, mais la réaction a été très hostile. Ces manifestations étaient pour le bénéfice des manifestants eux-mêmes. Ils essayaient de protéger les privilèges qu'un régime colonial d'apartheid leur avait accordés. C'est ma compréhension de ces manifestations. Ils essayaient de prévenir la perte de ces privilèges. Nous ne pouvons pas en faire une question simplement noire ou blanche, mais c'en est une grande partie. Et bien sûr, il y avait d'autres facteurs en jeu. Bien sûr, je pense que c'est un point parfaitement légitime. Mais pour revenir à la question, y a-t-il une sorte de ligne de faille ou de point de fracture où il y aura une autodestruction? Je vois cela comme beaucoup plus probable en relation avec l'emprise que l'orthodoxie religieuse juive a maintenant sur l'État, qui a complètement pris le contrôle du sionisme. Les gens aiment parler de différents types de sionisme. Quand je grandissais, il y avait le sionisme socialiste et le sionisme libéral. Vous pouviez choisir celui que vous vouliez. Après la création de l'État, ce débat a continué. Il y avait encore des discussions à ce sujet, et la plupart des partis étaient liés à un type particulier de courant sioniste. Mais tout cela a radicalement changé. Les orthodoxes, qui autrefois se tenaient à l'écart du sionisme, y sont maintenant pleinement engagés. Ils ont adopté le sionisme et l'ont transformé en leur propre forme particulière. C'est la seule forme de sionisme ayant une influence en Israël aujourd'hui. Elle est ethno-nationaliste, messianique, expansionniste et colonialiste, sans aucune honte. Leur objectif est de sécuriser toute la terre d'Israël, du fleuve à la mer. Pour les Juifs, certains veulent même reconstruire le second temple, ce qui impliquerait de détruire la mosquée Al-Aqsa. Si vous aviez suggéré cela il y a 20 ou 30 ans, cela aurait semblé impossible. Maintenant, il y a des milliers d'ultra-orthodoxes qui soutiennent cette idée. Je vois une fracture potentielle dans la société israélienne qui pourrait se produire. Elle pourrait être évitée, mais elle proviendrait probablement des ultra-orthodoxes qui sont devenus beaucoup plus politisés. Ce sont les événements de 1967 qui les ont politisés. Avant cela, ils se tenaient à l'écart de l'État laïque, parce que ce n'était pas leur affaire. Cependant, ils en sont venus à croire que les événements de 1967 étaient des Juifs laïcs faisant le travail de Dieu, en ouvrant les territoires, pour qu'ils puissent les récupérer et s'y installer. Je vois cela comme étant plus susceptible d'être l'étincelle. Par exemple, si vous parveniez un jour à une solution équitable et juste aux relations entre les Juifs israéliens et les Palestiniens, vous devriez aborder la question de la Cisjordanie et de toutes les colonies qui s'y trouvent. La plupart de ces colonies sont dirigées par des personnes de la communauté orthodoxe.
et elles expulsent déjà les Arabes de diverses manières. Nous n'entendons pas autant parler de cela parce qu'il y a tellement d'accent sur Gaza, mais ce qui se passe en Cisjordanie est assez alarmant, pour le moins. La seule façon d'obtenir la justice pour les Palestiniens est de restituer cette partie de la terre autant que possible aux Palestiniens eux-mêmes. Je pense que tout gouvernement qui essaye de faire cela risque de faire face à une guerre civile. C'est mon dernier mot à ce sujet. Exactly. And I just sorry, Yeah. my final word on this, and Yeah. and you know, think about they must be armed to the teeth. Et vous savez, pensez-y, ils doivent être armés jusqu'aux dents, ces gens maintenant. Ils le sont. Nous avons vu Ben Gvir leur distribuer ses armes, j'en suis sûr. Donc je vois ce qui est en un sens une sorte de fracture au sein du judaïsme lui-même. Il y a beaucoup de preuves parmi de nombreux penseurs juifs, dont certains étaient sionistes, qui insistent sur le fait que le judaïsme n'est pas une religion de sol ou de lieu. Ils ne vénèrent pas le sol. Il y a de nombreux bons arguments que les juifs religieux ont pour ne pas soutenir le projet de colonisation. Mais il a pris le dessus sur le sionisme. Comment vous renversez cela et comment vous transformez la Cisjordanie en un endroit qui peut être restauré aux Palestiniens? Je ne le vois pas. Donc c'est mon sentiment sur l'endroit où ce genre d'autodestruction pourrait réellement se produire. Where this kind of self-destruction might actually occur. Yeah. And you rightly Oui, said them of- et vous avez bien dit qu'il y a plus de lignes de faille. Par exemple, quand nous parlons des Juifs orthodoxes, il y a des Juifs orthodoxes comme le rabbin Shapiro qui s'opposent au projet sioniste. En fait, il m'a dit que d'un point de vue religieux, l'existence même de l'État d'Israël est un blasphème. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu, le Dieu juif, de créer Israël et non à des humains. C'est ce qu'il a dit. C'était une déclaration intéressante. Et puis nous voyons, bien sûr, sur les réseaux sociaux, un traitement très brutal des Juifs orthodoxes qui protestent contre l'État d'Israël, brûlant des drapeaux israéliens, etc. Donc, c'est un type de Juif orthodoxe. Mais ensuite, et c'est à moi de vérifier avec vous maintenant, si vous dites que les Juifs orthodoxes prennent le contrôle du gouvernement, dites-vous que Smotrich, par exemple, ou Ben Gvir, sont des Juifs orthodoxes dans ce sens. Or Ben Gvir, are they Orthodox Jews in that sense? When you Quand vous dites « dans ce sens », que voulez-vous dire exactement? mean, In the classical Orthodox, Dans la vision orthodoxe classique que j'ai en tête, par exemple, vêtus de noir, religieux, adhérents et pratiquants. practicing, they are, but they aren't the same as the ones that Ils le sont, mais ils ne sont pas les mêmes que ceux qui portent des chapeaux en fourrure et s'habillent complètement en noir. Cependant, ils sont beaucoup plus proches d'eux que de toute personne religieuse allant dans l'autre sens. Même ces ultra-orthodoxes, que l'on peut reconnaître à leur tenue, incluent des groupes comme les Hasidim et les Haredim. Certaines personnes les regroupent tous sous le nom de Haredim. Les Hasidim sont plus extravertis avec leur orthodoxie, du moins extérieurement, bien que ce ne soit pas le cas de tous. Les ultra-orthodoxes ne s'impliquent généralement pas dans la politique. Cependant, beaucoup d'entre eux croient maintenant que ce que les Juifs moins religieux ont fait est l'œuvre de Dieu. Ainsi, il n'y a pas beaucoup de distinction entre Smotrich, Ben Gvir et ces personnes religieuses plus extrêmes. there's not that much of a distinction between Smotrich, Ben Gvir, and these more extreme religious people. So Là, oui, j'ai pas falloir avoir toutes mes pensées. I interviewed Professor Dr. Wolfgang Streeck 2 days J'ai interviewé le professeur Dr. Wolfgang Streeck il y a 2 jours et discuté des armes nucléaires d'Israël avec lui. Je veux relier cela à ce que j'appelle le gouvernement messianique d'Israël. Il a comparé la situation et je sais que vous venez d'Ukraine. En fait, il dit qu'on ne peut pas comparer la situation nucléaire d'Israël avec celle de la Russie. Les ennemis de la Russie ont tous des armes nucléaires, tandis que les ennemis d'Israël n'en ont pas. Pour revenir au gouvernement messianique, permettez-moi d'ajouter un élément de plus. Il y a 2 groupes, l'un en Amérique et l'autre en Israël, avec des intérêts qui se chevauchent. groups, one in America and one in Israel, with overlapping interests. In America, you have
the Christian fundamentalists. En Amérique, vous avez les fondamentalistes chrétiens. Noam Chomsky m'a dit que leur objectif est plus antisémite. Il a dit que même Hitler n'est pas allé aussi loin. Laissez-moi expliquer. Ces chrétiens fondamentalistes en Amérique soutiennent Israël parce qu'ils visent un choc des civilisations entre les Arabes et Israël afin que leur Messie puisse revenir. De l'autre côté, vous avez Smotrich et son groupe qui ont un objectif similaire. Ils veulent démolir Al-Aqsa et construire un troisième temple pour que leur Messie puisse revenir. Build a third temple so that their Messiah can come back. So on one side you have D'un côté, vous avez environ 60 millions de chrétiens fondamentalistes en Amérique. Ce n'est pas une portion insignifiante, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de motivation. En Israël, vous avez un groupe d'intérêts similaire qui propage cela. Revenons aux armes nucléaires et au gouvernement messianique, si vous regardez cela dans le contexte de l'Iran. Netanyahou avec son petit dessin de la bombe. Où allons-nous avec cela? Nous avons tellement d'intérêts qui convergent dans un canal de plus en plus étroit, menant à une confrontation potentiellement cataclysmique. Où voyez-vous cela aller? confrontation. So where do you see this going? Well, I hope it doesn't go. Eh bien, j'espère qu'il n'ira pas jusqu'à cette fin cataclysmique. Je ne suis pas un devin, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas voir aussi loin dans l'avenir. I don't have a crystal ball. I can't look that far into the future. But if you analyze the right-wing government from Mais si vous analysez le gouvernement de droite en Israël, je pense que Netanyahou devient de plus en plus faible. Il doit apaiser ses factions d'extrême droite avec des actions de plus en plus extrêmes. Nous voyons maintenant des choses incroyables, et nous y reviendrons dans un instant, en particulier ce qui se passe à Gaza. to this in a second, but what's happening in Gaza now? Yeah. Yeah, well, yeah, I mean, I'm very, very fearful. Oui, eh bien, je veux dire, je suis très inquiet. Mais je pense qu'une chose que vous devez considérer est la situation géopolitique plus large. Vous y avez déjà fait allusion avec ces autres influences. Il y a un sens dans lequel, et je pense que nous le voyons même en relation avec ce qui se passe à Gaza, à cause de toutes les parties qui ont des discussions sur l'avenir, les Qataris, les Saoudiens, et ainsi de suite. Donc, il y a un sentiment que de nombreux pays de la région, malgré leurs animosités mutuelles, ont un intérêt à maintenir une sorte d'équilibre des pouvoirs. Cependant, vous avez tout à fait raison de souligner que la possession d'armes nucléaires par Israël les place dans une position très forte pour faire des menaces et exiger ce qu'ils veulent. Donc il y a une grande fragilité, mais So there's great fragility, but I think in terms of the Israeli internal political. Mais aussi, je pense que, en termes de situation politique interne israélienne, il pourrait y avoir un peu plus de flexibilité dans la manière dont cela évolue. Je n'exclurais pas que Netanyahou survive à cela. C'est un survivant incroyable dans la politique israélienne. Il n'est donc pas nécessairement certain qu'il perde son poste de Premier ministre. Ce qui pourrait venir après lui pourrait être pire, mais cela pourrait aussi être légèrement mieux. Cela pourrait juste pencher un peu de l'autre côté. Il est trop tôt pour le dire. En effet, notre attention devrait se concentrer sur la compréhension des changements politiques au sein de la société israélienne. The shifts in politics within Israeli society. I mean, I just, by the way, heard the other day that the local elections. J'ai entendu l'autre jour que les élections locales en Israël ont montré une avancée significative des partis orthodoxes, ce qui est en effet profondément troublant. Mais je pense qu'il y a aussi un renforcement de la gauche à certains égards. Je pense que les dangers vont venir de Gaza à la fin de la journée si le projet de nettoyage ethnique et de génocide là-bas se poursuit sans être arrêté. Les conséquences de cela vont être tout simplement épouvantables. I mean, the consequences of that are just going to be appalling. You just mentioned ethnic cleansing. I interviewed the professor. Vous venez de mentionner le nettoyage ethnique. J'ai interviewé le professeur Omar Bartov. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'un des principaux experts en génocide. Il a dit que le nettoyage ethnique est très souvent le prélude
au génocide. Si je me souviens bien, il qualifie déjà ce qui se passe à Gaza de génocide. Quelle est votre vision? Eh bien, nous pouvons parler de Gaza. Peut-être commençons d'abord par le 7 octobre. Lorsque le 7 octobre est arrivé, de nombreuses choses se sont produites dans les suites immédiates. Le point de départ pour tout journaliste dans les médias occidentaux avec un micro était de demander « Condamnez-vous le Hamas ?» Ensuite, bien sûr, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a été fortement critiqué lorsqu'il a dit que le 7 octobre ne s'était pas produit dans un vide. October 7th didn't happen in a vacuum. The Israeli ambassador to Italy, I think it was. L'ambassadeur israélien en Italie, je pense que c'était lui, a même demandé la démission du secrétaire général de l'ONU. Donc, nous savons tous. J'ai interviewé 2 survivants du massacre de 1948 à Tantura. Un survivant était en Allemagne et l'autre à Amman. C'était il y a environ 2 ou 3 mois. D'après mon expérience personnelle, je peux dire que le 7 octobre ne s'est pas produit dans un vide. Comment se fait-il que tant de gens soient aveugles à cela et commencent tout l'épisode au 7 octobre? Comment est-ce possible? J'aimerais le savoir, y compris les politiciens, y compris les principaux politiciens, n'est-ce pas? I wish I knew. Inclusive politicians, inclusive leading politicians, right? Yeah, no, I mean also I find it extremely puzzling. Oui, je trouve cela extrêmement déroutant, car il ne faut pas plus de quelques minutes pour consulter des livres d'histoire en ligne. Il y a de bons livres et de bons écrits à ce sujet, qui montrent que cela ne vient pas de nulle part. Il y a des facteurs très significatifs qui pointent dans cette direction. Rien que le fait que Gaza soit maintenu comme une prison à ciel ouvert depuis. Gaza has been kept like an open prison ever since. Certains l'appellent un camp de concentration, le plus grand du monde. Yes, indeed. I mean, it's interesting because it's more. Oui, en effet. C'est intéressant parce que c'est plus comme un camp de concentration qu'une prison. Dans une prison, vous avez généralement une peine, vous savez quand elle va se terminer, et vous n'êtes pas nécessairement maltraité. Vous ne recevez pas un traitement exceptionnel, mais cela prendra fin. Cependant, ce à quoi les Gazaouis ont été soumis semble sans fin. Ce que j'ai trouvé particulièrement bouleversant et problématique, c'est la caractérisation des attaques du Hamas. Elles étaient grotesques et horribles, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les caractériser immédiatement, quelques heures après qu'elles se soient produites, comme un pogrom et la pire tragédie que les Juifs aient connue depuis l'Holocauste, était troublant. The worst tragedy facing Jews since the Holocaust. So you immediately get this, and we come back to the issue of anti-Semitism. Donc, nous revenons à la question de l'antisémitisme. Vous obtenez immédiatement cette exploitation de l'antisémitisme pour, vous savez, comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, ce n'était pas un pogrom. Un pogrom en Russie était le fort contre le faible. C'était les Cosaques, ou peu importe qui c'était, attaquant une communauté vulnérable, pas l'inverse. Ici, bien que cela ait pu sembler pendant une seconde comme si c'était le fort contre le faible, ce n'était pas le cas. C'était un cri de colère et de rage anticoloniale éclatant enfin de cette manière particulière, réussissant en partie à cause de la complaisance des Israéliens avec la situation qu'ils pensaient avoir créée. Of the Israelis with the situation that they felt they created, you know, they keep the Palestinians in Gaza down, go in and... Vous savez, ils maintiennent les Palestiniens de Gaza sous contrôle, entrent et les écrasent de temps en temps, puis libèrent des fonds supplémentaires et regardent les factions se battre entre elles. Donc cette caractérisation de cela comme quelque chose d'antisémite comme un pogrom et l'Holocauste est absolument épouvantable. Cela n'aide vraiment pas de faire la comparaison avec l'Holocauste. Cela ne fait que banaliser l'Holocauste. Par exemple, j'ai parlé à et lu un livre brillant de Tarek Bakoni. Je ne sais pas si vous connaissez Tarek. Tarek est un brillant érudit palestinien qui a écrit un livre sur le Hamas et la pacification de la résistance palestinienne. C'est un livre très important car il montre la complexité de la position du Hamas parmi toutes les autres factions qui ont existé. The position of Hamas within all the other factions that there have been. And yes, you know, there are very unpleasant things about Hamas. Et oui,
Il y a des aspects très désagréables concernant le Hamas, comme il y en a avec toutes sortes de groupes qui prennent des positions extrêmes par rapport à leur propre religion. Mais ils ont lutté avec toutes les autres factions et avec l'OLP pour rassembler les Palestiniens et essayer de gouverner Gaza de manière raisonnable. Cependant, à maintes reprises, les Israéliens, en particulier dans les premiers jours sous Sharon, mais aussi plus tard sous d'autres dirigeants, intervenaient. Lorsqu'ils voyaient que les Palestiniens commençaient à se rassembler, à s'organiser et à réparer les mauvaises relations entre l'autorité palestinienne et les groupes de Gaza, ils trouvaient une excuse pour assassiner des dirigeants, réprimer, puis initier des bombardements. And then you have some bombing. There's various times when had many wars. Il y a eu plusieurs périodes où il y a eu de nombreuses guerres. C'est le contexte de cela. Ce n'est pas que vous aviez ces pauvres gens innocents et ils étaient innocents, ces jeunes qui ont été tués. Mais il faut comprendre, et dans ce livre de Tarek que je pense que les gens devraient vraiment lire, cela est exposé. C'est brillamment recherché, basé sur des sources, des écrits et vraisemblablement des interviews avec certains des principaux acteurs. Cela montre clairement que cela ne vient pas de nulle part. Le caractériser comme une attaque antisémite n'aide pas. Cela ne fait qu'aggraver la situation et justifier le projet de nettoyage ethnique et de génocide en cours. Ethnic cleansing and this genocidal project which is going on as we speak. Yes. A couple of things. So Oui, quelques points. Il y a eu une interview où Netanyahou a effectivement dit qu'il espérait un incident qui lui permettrait d'entrer à Gaza. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, après le 7 octobre, nous avons vu de sources israéliennes que beaucoup des Israéliens morts ce jour-là avaient en fait été tués par les forces israéliennes. Nous avons des vidéos d'hélicoptères, des transcriptions et des témoignages de commandants de chars qui ont tiré sur les kibbutzim, sachant que les occupants étaient retenus en otage par des soldats du Hamas. C'est une situation très complexe. Cela est ensuite utilisé comme justification pour ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza. En tant qu'analyste du comportement, ces images de montagnes de bébés écrasés pénètrent dans le subconscient des gens, provoquant une dissonance cognitive et d'autres effets psychologiques. Ce n'est pas quelque chose qu'Israël peut atténuer avec une campagne de relations publiques dans les prochaines années. Cela va très, très profondément. Oui. Je ne suis pas sûr que le résultat sera celui qu'Israël envisage. Pour conclure, je vois que vous avez été plus généreux avec votre temps que je ne l'avais prévu. Mais avant de terminer, avons-nous oublié quelque chose? Y a-t-il autre chose que vous pensez que nous devrions aborder? Eh bien, je veux dire, j'étais en fait dans un webinaire hier avec deux autres intervenants discutant de sujets similaires, en particulier de la relation entre l'antisémitisme et le sionisme. À la fin, le président nous a demandé ce qui se passerait le jour d'après. Tout le monde parle de ce qui se passera le jour d'après. Donc, je suppose que c'est quelque chose sur lequel nous pourrions conclure si vous le souhaitez. Je dois dire que je trouve tout le discours autour du jour d'après très problématique. Il semble mener à divers partis intéressés, mais pas les Israéliens, se regroupant autour d'un grand espoir, revenir à la solution à deux États. Well, we've got to get back to the two-state solution. And I have said for many years now that J'ai dit depuis de nombreuses années que la solution à deux États est morte, et j'en suis encore plus convaincu. Mais c'est comme une petite oasis vers laquelle tout le monde se précipite pour se sentir en sécurité. Ils utilisent la notion de solution à deux États comme un soi-disant plan merveilleux, qui n'a jamais été merveilleux en premier lieu. Bien que je doive dire, quand j'en ai entendu parler en 1993, j'ai parlé en sa faveur. Je pensais que cela allait être la réponse. Cependant, peu d'années après, j'ai à voir que ce n'était vraiment pas le cas.
So I think, But you know, sorry, you know, Mais vous connaissez la lettre de Ben Gurion à son fils, n'est-ce pas? Elle est largement diffusée. Ben Gurion lui-même a écrit qu'il acceptait la partition uniquement comme un moyen pour parvenir à une fin, c'est-à-dire un Israël du fleuve à la mer. Ce slogan est en réalité israélien, pas palestinien. Donc à mon avis, la solution à deux États n'a jamais été un objectif. Qui a dit que c'était une fraude? Je pense que c'était Wolfgang Strick, hier. Il veut décrire que la solution à deux États est une fraude depuis le début. he said the two-state solution from the very beginning was a fraud. it was a fraud, yes, yes, indeed. And indeed, one of the key... C'était une fraude. Oui, en effet. L'un des principaux politiciens israéliens de l'époque, qui je pense était le ministre des Affaires étrangères, a écrit un livre dans lequel il a clairement indiqué que Rabin, qui était considéré comme ce grand pacificateur, n'a jamais voulu d'un État palestinien. Il n'y avait aucun doute. Tout ce qu'il a fait et tout ce qui a été fait après lui visait à repousser l'idée si loin qu'elle ne se réaliserait jamais. Donc, les Israéliens ne l'ont jamais voulu en premier lieu. L'idée que vous revenez à quelque chose que les Israéliens eux-mêmes voulaient n'est pas exacte. La seule chose en laquelle je mets un peu d'espoir est la possibilité d'un seul État. of one state, of one single state. I don't know how you're going to get there, but I don't see anything Je ne sais pas comment vous allez y arriver, mais je ne vois rien d'autre qui vaille la peine de travailler que quelque chose fondamentalement basé sur les droits de l'homme et l'égalité pour tous dans cet espace. within this space. Il existe des moyens de réconcilier les nationalismes s'ils sont désarmés et transformés en nationalisme civique. Je crois fermement qu'il serait possible que le nationalisme civique palestinien et le nationalisme civique juif coexistent côte à côte, tant qu'ils sont démilitarisés. Donc je ne dirais pas que je mets ma foi dans cette idée, mais je pense que si les gens veulent poursuivre quelque chose, cela doit être fondamentalement basé sur la justice pour les Palestiniens. La paix ne suffit pas. Sans justice, il ne peut jamais vraiment y avoir de paix véritable. Because without justice, there can never really be a proper peace. Benny Morris told me, the moment you Benny Morris m'a dit qu'au moment où vous mettez en œuvre une solution à un seul État, Israël ne serait plus un État juif. Il a dit littéralement, ce n'est pas ce que je veux. En revenant à l'idée de le jour d'après que nous avons utilisé pour conclure cette année, le jour d'après pourrait-il signifier une Gaza sans Palestiniens et peut-être même la Cisjordanie? Palestinians and maybe even the West Bank? I'm afraid so. Yes, Thomas, I'm afraid so. J'en ai bien peur. Oui, Thomas, j'en ai bien peur. Il est très difficile de voir ce qui pourrait l'empêcher vraiment. C'est une possibilité terrible. Et je ne sais pas, vous savez, nous sommes tous si impuissants à influencer cela. Nous pourrions être plus puissants si nos gouvernements écoutaient les gens qui manifestent dans les rues de notre pays. Mais au lieu de cela, ils sont qualifiés de foules. Je ne sais pas si vous avez lu récemment que notre Premier ministre, ici au Royaume-Uni, a approuvé l'idée que nous assistons à une loi de la foule dans les rues de Londres à cause de ces manifestations pacifiques. J'ai moi-même participé à plusieurs d'entre elles. Comment nous en sommes arrivés à ce langage terrible que nous utilisons à propos des gens qui veulent fondamentalement voir les autres vivre ensemble est tout à fait consternant. People who fundamentally, want to see other people's living together is quite appalling. On that note, Tony, Sur ce point, Anthony Lerman, je vous suis très reconnaissant pour votre temps. Merci beaucoup. C'était une discussion fascinante. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir votre livre à temps. Pour une raison quelconque, il faut 6 semaines pour obtenir le livre sur Amazon. Vraiment, est-il épuisé? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Eh bien, je sais qu'il a été réimprimé une deuxième fois. Well, I know it did go to a second printing at one point, because actually I believe it was. À un moment donné, en raison d'une forte demande aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, mon éditeur est terrible pour faire la publicité du livre et le distribuer aux bons endroits. Cependant, vous pouvez obtenir une version Kindle. But you can get it. You can get a Kindle version. it's
It's coming. Ça arrive. Anthony, merci beaucoup pour votre temps. It was my pleasure. Thank Merci Thomas. Merci beaucoup en effet. Bye bye. Bye.